S'il avait une vraie ceinture d'explosifs, il y aurait eu un tas de cadavres, et la serveuse à moins d'1 mètre de lui aurait volé en éclats. Preuve de fait, il n'a jamais voulu se faire sauter, car il devait attendre et aller chercher les autres en voiture après leur fusillade. Et ce connard a finalement joué le parfait lampiste, tel que nos services secrets adorés l'avaient voulu, comme pour Mohamed Merah. En réalité, ces bâtards, d'où ils pouvaient se trouver, ont déclenché simplement à distance des micro-explosifs qu'ils ont dissimulés dans son blouson ou dans la ceinture de son pantalon, assez puissants pour le tuer lui, uniquement, et blesser des gens aux alentours sans grande gravité. Tout cela dans le but de faire croire à un attentat suicide. Non seulement, il n'y eut aucun mort, sauf celui qui travaillait pour eux, et dont il fallait se débarrasser, comme dans l'affaire Merah, mais cela passe pour un attentat suicide, et provoque néanmoins l'effet désiré, et cet effet en question, c'est une peur terrible. D'une pierre deux coups, on fait naître une peur terroriste, en faisant 0 mort ou presque, mais à qui profite le crime? Personne n'a relevé l'incohérence de cet acte, car les morts du Bataclan aveuglent tout le monde. Et en ce qui concerne le Bataclan, il suffit de voir la précédente chronique, afin de constater que cette salle de spectacle, au vu des anciens propriétaires, n'a rien d'une salle neutre, voire au-dessus de tout soupçon. Il y a 3 kamikazes qui se sont fait exploser, il y a un mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont raté leur coup? À mon avis, je pense en tout cas que c'est des gens qui ont préparé leur coup d'une manière très méticuleuse. Et quand on sait comment ça fonctionne, on comprend. Ça veut dire qu'il y avait un plan A, rentrer dans le stade. Un plan B, s'ils ne peuvent pas rentrer dans le stade, il y avait un timing. Donc au moment où eux, ils devaient se faire exploser dans le stade, les autres allaient frapper à Paris et au Bataclan. Et pendant l'opération, ils ne peuvent pas s'appeler. Donc il y avait une heure précise pour que ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils savaient pertinemment que toutes les forces de l'ordre vont surveiller vers le stade. De surcroît, il y avait le président de la République. Et comme ça, les autres pourraient agir pendant plusieurs minutes sur Paris. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. En ce qui concerne ces 3 kamikazes, la question est, pourquoi se sont-ils fait sauter à ces endroits-là? Tout le monde s'interroge. Personne ne comprend. Enquêteurs et experts tentent de savoir pourquoi, alors qu'ils auraient pu provoquer un carnage et une panique mortelle, les 3 kamikazes du Stade de France se sont fait sauter vendredi 13 novembre dans des lieux isolés, ne tuant qu'une personne, et encore probablement par accident, là où ils auraient pu faire beaucoup plus de victimes. Rappelons ici la chronologie des faits. 21h20. Au niveau de la porte D, le premier djihadiste actionne le détonateur de sa ceinture explosive remplie de TRTP, explosif artisanal et de boulons. Un passant proche de lui est tué. 21h30. Nouvelle détonation. Seule victime, le djihadiste, dont le corps coupé en 2, gît sur le bitume. La vitrine du restaurant voisin est à peine fendue. 22h. Dans une rue voisine, une dernière explosion ne tue que le porteur de la ceinture piégée, dans l'entrée d'une impasse, comme s'il s'était isolé avant d'appuyer sur le bouton mortel. À la fin de la rencontre, s'ils avaient attendu le coup de sifflet final, quand des milliers de personnes se pressent vers le métro, ils auraient là aussi fait de terribles dégâts, d'autant que Paris aurait déjà été sous le coup des attaques contre les restaurants et le Bataclan. Ici, on peut lire. C'est incompréhensible, confie dimanche à l'AFP, sous le sceau de l'anonymat, une source policière. Il est miraculeux qu'il y ait eu si peu de victimes. Concrètement, ce qu'ils ont fait, à part se suicider, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas la bonne heure. Si vous voulez faire un carnage, vous faites ça au moment de l'entrée ou de la sortie des spectateurs, ajoute le même policier. Autant ce qui s'est passé dans Paris intramuros a du sens, autant là, ce sont juste des mecs qui se sont suicidés. Dans le même temps, selon les sources officielles, on peut lire. Là, j'ai entendu la première déflagration, dans mon dos, devant la vitrine du restaurant. Mais la vitre n'a pas volé en éclats. Il y a eu de la fumée et de la poudre blanche s'est répandue au sol. Sébastien, le serveur, a eu la main arrachée. J'ai vu un kamikaze au sol, mort. Il avait le bassin sectionné, il était coupé en 2. J'ai remarqué son front dégarni et le rose de sa chair au niveau du tronc. Quand la police nous a autorisés à sortir,
J'ai pris mon téléphone et j'ai enjambé des morceaux de chair pour photographier le kamikaze. Par terre, il y avait des boulons en acier, fixés avec du chatterton noir brillant et des bouts de tissu de couleur bordeaux. Il s'agissait sans doute d'une bombe artisanale. Je tombe sur un individu barbu, visage creusé transpirant. On voyait qu'il angoissait. Les mains étaient posées sur le lavabo, il fixait le miroir. Je me suis dit, il est bizarre ce mec. Vu le profil des loustiques, je les imagine bien se mettre une dernière cuite entre poteaux avant le début de leur mission suicide en se tapant l'épaule sur du lacryme. Le petit gars devait vomir son foie. Donc, résumons. On a des kamikazes qui semblent bien vouloir éviter la foule, ou, qui du moins, qui semblent avoir été assez cons pour s'isoler afin d'activer leur charge, d'où la question suivante, avaient-ils réellement le pouvoir de faire sauter leurs explosifs? Ou quelqu'un de moins barbare qu'eux l'aurait fait à leur place? Comme pour le troll en piste de Brahim Abdeslam, votre serviteur va maintenant résoudre en direct l'énigme. La clé de compréhension résidait justement dans le cas Brahim Abdeslam, que personne n'a vu, à part certains, et que nous venons d'élucider. Le premier djihadiste se surprend lui-même à exploser, c'est pourquoi il y aura un mort. Car ce n'est pas lui qui déclenche le minuteur. Deuxièmement, les services secrets ne le préviennent pas, donc ces derniers ne pouvaient pas savoir qu'au moment même où ils actionnaient le minuteur, le djihadiste frôlait une personne. C'est pourquoi 10 minutes après, pour éviter un autre mort accidentel, ils arrivent à isoler l'autre djihadiste en le guidant, en lui parlant, lequel, comme les deux autres, devait porter une oreillette. Et 30 minutes après, ils ont dû trouver un vice, raconter n'importe quoi, une histoire à dormir debout, au troisième kamikaze, afin que celui-ci s'isole dans une impasse, seul, pour qu'il le fasse sauter à son tour, sans faire de victime. Nos services secrets placés à distance voulaient tout simplement les faire sauter, et sans causer de victimes, voilà pourquoi personne ne comprend leurs actes. Si les terroristes avaient été de vrais kamikazes, ils auraient fait de nombreux morts. Car ils se seraient fait exploser au bon moment et avec bien plus d'explosifs. Ce qui prouve de manière absolue qu'ils étaient bien manipulés par nos services secrets français, c'est déjà le fait qu'ils aient explosé de manière isolée, sans faire de mal à personne, et que deuxièmement, leur ceinture d'explosifs était de qualité très faible. Et si les sous-merdes de moutons oseraient contredire encore une fois, trouverait-il normal de posséder des ceintures d'explosifs conçues pour tuer uniquement le porteur lui-même et non les civils? De plus, quand un kamikaze veut faire un gros coup, il n'utilise jamais une ceinture, mais un gilet d'explosifs bien plus puissant. La preuve irréfutable est le second djihadiste, dont le corps n'a même pas explosé, mais s'est seulement retrouvé coupé en deux. La vitre à proximité de lui se retrouve fendue, même pas brisée. Preuve que tout était calculé, pour faire le moins de victimes possible. Comme tous les attentats terroristes, qui sont tous et sans exception des attentats sous faux drapeau, les attentats de Paris rentrent dans le moule, et sans aucun problème. Et tous les autres attentats à venir le seront tout autant. Preuve que l'État français est bien derrière, vouloir créer la terreur, avec le moins de victimes possible, pour faire passer le changement de constitution tant désiré. Avec toutes les incroyables coïncidences qui ont été énumérées, c'est tellement gros qu'il est à peine croyable que personne n'ait deviné la supercherie. C'est pourtant d'une simplicité déconcertante. Mais les moutons continueront à se conduire comme des lâches, de peur de perdre ce qu'ils possèdent. Ainsi, 3 apprentis kamikazes s'en servaient munis de ceintures d'explosifs moyens faites pour tuer 1 ou 2 pigeons. 3 débiles avec des oreillettes, d'où ils recevaient leurs ordres. 3 abrutis munis de GPS incrustés dans leur ceinture d'explosifs, que l'on promène et confile. Bref, voilà nos 3 marionnettes, avec lesquelles les services secrets français ont joué avec eux, aux jeux vidéo. Le djihad international est devenu la console de jeu des services secrets français. Soupçonné d'être l'un des 8 auteurs des attentats de Paris vendredi, Salah Abdeslam, frère de Brahim Abdeslam, le soi-disant kamikaze du boulevard Voltaire, pour une raison indéterminée, Salah Abdeslam n'a pas déclenché des ceintures explosives à l'inverse de son frère et des 6 kamikazes qui ont agi au Stade de France et au Bataclan. Les enquêteurs pensent que Salah et son frère Brahim ont pu former l'équipe qui a tiré à la Kalachnikov sur des terrasses et des restaurants, y semant la mort et se déplaçant en SAT.
Salah Abdeslam a été exfiltré en Belgique par ses deux amis Hamza Tou et Mohamed Amri. Ils ont fait en voiture le trajet Molenbeek-Paris-Molenbeek, plus de 600 km et 6 heures de route dans la nuit du vendredi au samedi matin. Les enquêteurs ont trouvé du nitrate d'ammonium au domicile de ces deux complices, ainsi que des munitions de calibre 5.56 et de 7.62, adaptées au Kalachnikov. Le nitrate d'ammonium est un composant utilisé pour la fabrication d'engrais, mais qui est hautement dangereux. C'est ce composant chimique qui avait entraîné l'explosion accidentelle de l'usine AZF de Toulouse en 2001, faisant 31 morts. Le commanditaire des attentats est l'ami d'enfance de Salah Abdeslam, le célèbre Abdelhamid Abaou, qui a pour nom de guerre Abou Omar. Ce dernier travaille pour le MNI, la sécurité intérieure de l'État islamique de Daesh. Le MNI est également chargé d'envoyer des espions et des kamikazes en Europe. Chaque espion touche 50 000 € par le MNI pour faire une attaque en Europe. C'est Abou Omar en personne qui gère les dossiers. Ainsi, il faut comprendre que Salah Abdeslam est protégé par les plus hautes autorités de Daesh. Mais lui et son frère Brahim, qui organisaient les attentats de Paris, ne devaient pas mourir, mais accompagner et gérer les martyrs. Ils se sont fait doubler par les services secrets français, de peur qu'il ne parle. Car il est au courant des accords secrets entre la France et Daesh. Et ma main au feu que c'était bien lui qui avait lancé à son frère qu'il ne ferait rien s'il n'avait pas eu l'argent. Pour Brahim, cela a fonctionné, mais Salah, lui, sentant le coup fourré, a changé de vêtements, s'est débarrassé du dispositif GPS, ainsi que de la ceinture explosive. Vous l'avez comment là? Colle-lui au cul! Et ensuite, il s'est enfui vers la Belgique pour rejoindre plus tard la Syrie. Ah, le petit salaud. J'avais raison de me méfier, il va nous faire marron. Mais comme il est évident de savoir qu'il risque de le choper tôt ou tard, ils le buteront sans hésiter et on trouvera un prétexte de légitime défense afin de se justifier. Conclusion, tous ces faits démontrent sans équivoque que l'État français a tout coordonné avec les services secrets, manipulant des islamistes comme des marionnettes, et ce, dans leur propre intérêt, changer la Constitution pour imposer un patriot acte à la française, comme les Américains après les attentats du 11 septembre 2001. Ils se sont servis de Daesh et de ses agents, comme ils l'ont fait au début, pour tenter de renverser Bachar al-Assad en Syrie. N'oublions pas que Daesh est une création artificielle. Ce n'est que l'instrument de la politique de plusieurs États et multinationales. D'où, ces pseudo-terroristes d'Europe font partie de quelques fan-clubs, si on peut dire, mais indirectement liés au groupe extrémiste du Proche-Orient. En Syrie, la présence d'officiers français encadrant des groupes armés extrémistes, lorsqu'ils perpétraient des crimes contre l'humanité, est largement attestée. N'oublions pas que votre France de démocratie a osé prôner une loi interdisant tout appel de boycott d'Israël. Et désormais, c'est l'état d'urgence qui a été décrété. Une forme insidieuse de régime totalitaire qui nous mènera progressivement à la dictature. Désormais, le ministère de l'Intérieur peut ordonner de fermer les sites qui dérangent, sans aucun recours à la justice, mais prétextant le mensonge de la lutte antiterrorisme.